Bonsoir, soyez les bienvenus. Le Club de la Presse est de retour après une semaine de pause en raison d'une émission spéciale en hommage de Marianne Wallace. Le Club de la Presse reprend ses droits avec Chantal Delatouane. Bonsoir Chantal. Bonsoir. RCF Jéricho-Moselle. Vous êtes toutes joyeuses. Nous aussi, nous sommes joyeux puisque vous revenez après un long moment. Et c'est ce qui m'amuse. Ah, c'est ça, cette félicité qui vous anime. Yann Lindingre. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Dessinateur de presse, notamment pour le groupe EBRA, entre autres. De l'autre côté, tiens, ça fait le lien avec le groupe EBRA, Hervé Boggio du Républicain Lorrain. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous. Et puis alors, quelle élégance, Philippe Buron-Pilâtre. Bonsoir Philippe. Ce sont les vœux du département. Ah, c'est pour ça que vous vous êtes mis sur votre 31. Journaliste honoraire, organisateur d'événements, etc., formateur, etc., etc. Voilà, c'est parti pour le Club de la Presse avec deux thèmes complètement différents. Mais avant les thèmes, évidemment, vous le savez, on ne change pas une formule qui gagne, le coup de cœur ou le coup de gueule des chroniqueurs. Et je vais commencer par vous, Philippe Buron-Pilâtre, puisque c'est un événement alors, qui n'a pas lieu en Moselle. On circule un petit peu, on va au-delà, mais ça intéresse quand même évidemment les Mosellans. C'est le festival du film fantastique de Gérard May. Qui fête ses 30 ans cette année. Oui. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu important parce qu'ils sont venus me chercher à l'époque, Maurice Young, Pierre Sachot, Jean-Paul Laruelle étaient venus me chercher en décembre 93 pour monter ce festival tout début, enfin au mois de janvier 94. Ouais, janvier-février. Ouais. Janvier. Et ça a existé pendant 20 ans à Voriaz. Et tout le monde pensait que ça durait que 1 ou 2 ans ou 3 ans et qu'il n'y avait aucune légitimité à s'implanter à Gérard May. Et ça fait 30 ans. Donc c'est un beau succès. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Gérard May pendant la période du festival? Oui. J'étais au premier. Oui. J'ai vu le Dia de la Bestia et Mute Witness, je me souviens. Au premier je me souviens de ce titre-là, de Dia de la Bestia. Alors je n'ai pas vu le film, mais je me souviens ça au programme. Moi, j'y suis allée aussi une fois. J'ai trouvé ça vraiment génial. Mais je n'ai vu aucun film. Parce que les films d'horreur, voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais enfin d'horreur ou comme ça. En revanche, j'ai passé un excellent moment. C'est très convivial, c'est charmant comme tout. Et puis il y avait de la neige en plus, donc c'était très très bien, franchement. C'était une époque où il y avait de la neige dans les Vosges. Et ça vous tient à cœur parce que vous en avez été évidemment l'un des communicants. Pratiquement 10 ans le coordinateur du festival. Et rappelez-moi le nom de cette très belle jeune femme qui était venue des États-Unis, qui jouait le rôle titre dans Splash, et j'avais couvert le festival à cette époque. Vous l'avez sur le bout de la langue. Daryl Hannah, exactement, voilà, Daryl Hannah. Elle était venue. Il y a même eu Johnny Hallyday une semaine. Oui. Hein. Mylène de Mongeau aussi est venue. Mylène de Mongeau. Johnny avait fait de la motoneige. Oui, Mylène de Mongeau. J'ai fait aussi beaucoup de bars. Et je crois que les hôteliers se souviennent beaucoup du passage de Mylène de Mongeau, car si ma mémoire est bonne, elle se déplaçait avec des furets qu'elle laissait tranquillement gambader dans sa chambre, et ils avaient créé quelques petits dégâts. Ils avaient attaqué les rideaux. Voilà, ils avaient attaqué les rideaux. Il a fallu négocier avec l'hôtelier. Tiens, puisqu'on parle d'animaux, avec vous le lien Hervé Boggio, puisque vous avez, vous, un coup de gueule sur le braconnage qui sévit en Moselle. C'est ça, oui. Un coup de gueule, c'est moins souriant que le sujet précédent. Alors, c'est sans doute un phénomène qui n'est pas nouveau en Moselle, mais il y a eu quelques affaires un petit peu emblématiques depuis quelques temps, notamment dans le massif de la Canère, où c'est le dossier qui m'a le plus choqué, où 7 cerfs ont été retrouvés, tués par balle et abandonnés là, sans qu'il y ait prélèvement de viande, sans prélèvement de trophées, quoi que ce soit. Il y a aussi un dossier en cours dans le pays de Sarrebourg, où là c'est un propriétaire privé qui élève des cerfs et des biches, et qui lui a fait le compte sur les 5 dernières années. Il y a 18 animaux qui ont été prélevés comme ça, disparus de la planète. Donc voilà, il y a de moins en moins de chasseurs, plus personne peut l'ignorer, notamment à la suite du débat qui a eu lieu récemment autour de l'encadrement, des nouvelles mesures d'encadrement de cette pratique. Par contre, manifestement, les braconniers, eux, ils restent assez présents, notamment sur notre territoire. Ce qui est assez étrange, c'est la première affaire dont vous parlez, c'est-à-dire que pas de prélèvement, c'est
pardon d'utiliser ce mot, c'est le plaisir simplement d'abattre l'animal, visiblement. Mais oui, alors évidemment, il y a des explications on cherche aujourd'hui des explications, mais la première qui vient à l'esprit, c'est celle-là. La difficulté, c'est la réponse qui nous a été faite quand on s'est tourné vers les autorités pour voir un petit peu de quelle manière la lutte contre le braconnage pouvait être organisée dans le département. C'est très compliqué, ça demande des moyens de surveillance, etc. Donc en plus, ils bénéficient, alors non pas d'une impunité, puisqu'il y a des plaintes qui sont déposées. Et évidemment, si les malfaisants sont identifiés, ils seront poursuivis. Mais voilà, c'est vraiment compliqué. Parfois, ça dure des années. À Fénétrange, il y a des dossiers qui sont pendants depuis des années dans le sud mosellan. Et donc, on se retrouve devant un phénomène qui est quand même assez complexe et qui, de surcroît, va être de nature à... Voilà, les chasseurs, on pense qu'on veut de leur activité, on est pour, on est contre, etc. Mais il y a dans la manière dont la pratique... une certaine éthique. Et voilà, il y a une synergétique, il y a des plans de chasse qui sont établis avec un certain équilibre des bêtes prélevées, etc. Je veux dire, le braconnier, en particulier quand il tue pour le plaisir, je pense qu'il tire sur tout ce qui vient. Et c'est sans doute pas réjouissant pour la faune. C'était le coup de gueule d'Hervé Boggio. On va changer complètement d'univers et retrouver Chantal pour un univers que vous appréciez particulièrement, c'est celui évidemment de la culture. Oui, et je trouve que la ville de Metz est devenue une espèce de grande galerie d'art comme ça. Il y a des galeries partout. Alors évidemment, il y a des salles institutionnelles. Hein. C'est l'Arsenal, par exemple, avec la salle d'exposition qui maintenant se consacre à la photo. Bon, très bien. Vous en avez d'autres comme ça. Évidemment, il y a les musées, le musée de la Cour d'Or, Pompidou, etc. Tout ça, on le sait. Mais vous avez un quartier où ça se développe pas mal, c'est du côté de Mazelles, par exemple. Et puis, vous en avez au hasard des rues. Et ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, tous ces tableaux sont mêlés à l'architecture messine. C'est-à-dire que Metz se découvre à pied. Bon, j'y suis depuis longtemps, mais malgré tout, je continue à le découvrir à pied. Et l'architecture me paraît aller de pair avec cette espèce de renouvellement de galeries d'art, contemporain ou pas d'ailleurs. Et ça vous touche et vous appréciez ? Ça me touche et ça m'intéresse beaucoup, oui, parce que je le découvre à chaque fois. Je le retrouve à chaque fois, et puis chaque fois, je vois que, évidemment, on a créé ça. C'est du courage de créer de galeries d'art, il faut aussi parler de ça quand même. Yann, vous êtes aussi sensible à ça en tant que dessinateur dans le monde des arts graphiques ? Oui, je me souviens à une époque assez lointaine où j'étais étudiant à Metz et il y avait beaucoup de boutiques d'encadrement. Il y avait très très peu de galeries d'art, à vrai dire, surtout des galeries entre guillemets avisées. Et c'était assez dramatique, hein, c'était quand même une marque de pauvreté culturelle. Et ça a changé, je m'en réjouis aussi, bien évidemment. Vous avez la parole, Yann, et ça fera le lien avec le premier sujet sur votre coup de cœur. C'est un coup de cœur pour des millionnaires qui ont fait une drôle d'annonce. Hein. C'est assez étonnant quand même, cette annonce à Davos, donc au forum économique qui se déroule chaque année en Suisse avec les grands de ce monde, les plus fortunés. Alors oui, il y a 200 millionnaires internationaux qui estiment qu'ils devraient être plus imposés. Alors ça m'a fait quand même rigoler. Bon, là c'est Bayrou qui doit se frotter les mains parce qu'il avait proposé quand même qu'on étudie l'augmentation des cotisations patronales. Et puis Macron l'avait conduit. Alors c'est pas la panacée de taxer toujours, mais c'est quand même rigolo de se dire il y a quand même ce levier-là, comme on dit, qui mériterait d'être étudié. 200 millionnaires, j'ai un extrait du courrier, donc c'est une sorte de pétition en fait qui est partie, puisqu'on peut la signer, hein. Vous pouvez la signer en ligne, mais bon, il faut avoir le compte en banque qui va avec. Les millionnaires écrivent: vous, représentants du monde, devez nous taxer, nous les ultra riches, et vous devez commencer maintenant. Donc c'est assez étonnant, non, quand même, comme appel. C'est un appel qui détonne pour le moins. Oui. Il y a 2 Français parmi ces millionnaires, mais il n'y a pas Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, Jonathan Alama, je ne sais pas qui c'est, une certaine Eugénie qui n'a pas donné son nom. Donc voilà, qui sont prêts à être surtaxés. Ça marche aussi, ça. C'est beau ça, non ? Le cœur sur la main. Moi, je voudrais bien payer ce genre de choses. Je suis d'accord pour les taxes et les surtaxes. Et là, je ne fais pas partie des... C'est pour ça que vous ne voulez pas payer. On ne m'a pas appelé pour ça. Voilà, c'était le coup de cœur, pour une fois, de Yann Linding vis-à-vis d'ultra riches. C'est quand même à souligner, hein, c'est vrai. J'ai rien contre les riches. Les 200 millionnaires, dont 2 Français qui souhaitent donc payer un peu plus pour... D'ailleurs, ils le disent, hein, cela permettrait de financer le déficit attendu des retraites. Oh, quel beau lancement pour le sujet suivant.
Retraite, c'était donc la manif à taux plein un peu partout en France et en Moselle évidemment, de mémoire de journalistes, 10 000, 13 000, ça dépend si on est du côté des organisateurs ou de la police, c'est rare. Vous, Hervé, vous aviez souvenir d'une telle mobilisation ? De cette ampleur-là, non, franchement, j'ai pas souvenir, ce qui montre que le sujet concerne, c'est le moins qu'on puisse dire, et que manifestement, contrairement à ce que pourrait laisser penser la rhétorique récurrente du président de la République, son élection au printemps dernier ne vaut pas blanc-seing, en tout cas pas sur le sujet. Alors, on parlera de ça dans quelques instants. Je voudrais faire un tour de table rapidement avec vous, Philippe Buron-Pilatre, des manifestations de ce genre en province, hein, si je puis me permettre, puisque vous avez été pendant longtemps aussi en poste à la capitale, comme on dit. C'est quand même rare, hein, de 10 à 13 000 personnes, plus d'une heure et demie entre le moment où la tête de cortège part et la queue de cortège bouge, c'est quand même exceptionnel. Effectivement, c'est quelque chose de masse qui doit permettre au gouvernement de réfléchir. Et vous l'avez vécu comment ? Vous y attendiez ? On était un peu préparé, mais est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation, Yann ? Oui, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'éléments convergents et au-delà de l'appel des syndicats, je crois que ça c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Cela dit, j'avais déjà vu une manifestation de cette ampleur à Metz, c'était pour les attentats de Charlie Hebdo, mais sans grand rapport, quoi. C'est vrai, pas de rapport. Oui. C'est vrai que c'était 2015. Oui, il y avait une manifestation à laquelle d'ailleurs vous aviez pris part, si je me souviens bien. Oui, de triste mémoire. Oui, malheureusement. Vous y attendiez aussi, vous Sûrement parce que c'est un sujet, et Yann le dit très bien, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Donc, quoi qu'on soit dans ce pays et quoi qu'on représente, de toute façon, on est intéressé par ça, bien sûr. C'est vrai que le gouvernement pourrait réfléchir peut-être à ce qui s'est passé en France. Ce qui a été vraiment évident, c'est toutes les classes, tous les âges étaient représentés quand on écoute les journaux, radio, télévisés ou qu'on lit le Républicain Lorrain notamment. On voit tout le monde, on voit des jeunes, des moins jeunes et tous les métiers. Et en plus, pour une fois, depuis fort longtemps, les syndicats étaient tous ensemble. C'est assez rare. Ouais, effectivement, là, on a ressuscité l'union syndicale, ce qui est quand même pas une masse à faire. Et puis, c'est complètement transgénérationnel, mais c'est ce que disait Chantal à l'instant. Hein, c'est forcément un sujet qui nous concerne tous, c'est dans notre rapport au travail, dans notre rapport à notre vieillesse, etc. Donc, je pense que voilà, on a là un mouvement qui en plus peut s'inscrire dans la durée. Alors déjà, il s'inscrit dans la durée puisque le deuxième jour de mobilisation n'a pas lieu demain ou après-demain, parce que parfois c'est vrai que les manifestations s'enchaînent assez rapidement. Là, c'est le 31, oui. Donc il se passe 11 jours, donc ça veut dire que ça va s'installer, ça va durer. Je pense que c'est la stratégie qui va être poursuivie, oui, avec un risque important en février d'avoir un moment creux du fait des congés, etc. Mais je pense que la stratégie syndicale, en tout cas, c'est celle-là, oui, s'inscrire dans la durée. Alors, sur cette réforme des retraites, aujourd'hui, en moyenne, les Français partent à la retraite à 63 ans et quelques mois. Là, on a 64 ans. Qu'est-ce qui fait que ça bloque à ce point-là, à votre avis, Philippe Buron-Pilatre ? Bon, moi, je pense que tout le monde focalise sur ce numéro, 64. Malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Entre quelqu'un qui est au fond de la mine et puis quelqu'un qui est en col blanc dans un bureau et qui, au pire, risque d'avoir un rhume à cause de la climatisation. Et puis, c'est vrai aussi que l'allongement de la durée de la vie fait... moi, je me souviens, quand mon père avait mon âge, j'avais l'impression d'avoir un vieux monsieur. Alors, peut-être qu'on ne se voit pas de la même façon. Je n'oserais pas vous le dire. Du moins, pas devant les caméras. Je vous remercie. Mais, et puis, moi, je connais plein de retraités qui n'arrêtent pas de travailler. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous voulez dire en termes professionnels, en termes de conditions de pénibilité ? Et puis, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est la notion même du travail. Et puis l'évolution digitale du travail. Et tout ce qu'on nous promet pour les années à venir. Donc je pense qu'il y a des combats qui parfois me semblent un peu d'arrière-garde. Et puis, il faut s'arc-bouter en disant oui, 64 ans, c'est trop vieux pour aller au minimum 30% de la population qui travaille.
Vous pensez que ça bloque pourquoi, Yann? Ça bloque pour plein de raisons, et notamment, à mon sens, les seniors qui se retrouvent quand même dans une belle proportion au chômage avant Avant l'âge de la retraite? Avant l'âge de la retraite. Là, on déshabille Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas partir en retraite, si on rajoute encore des années donc de chômage, de fait pour eux, qui va payer ça? Donc là, c'est une histoire de vase communicant. Alors, moi, évidemment, je ne parle pas pour moi, je suis dessinateur, je peux travailler vieux. Je parle pour ceux qui ont des métiers plus ou moins pénibles, et aussi je pense à ceux qui sont sur le carreau à partir de l'âge de 55 ans et qui voient tout ce temps qu'ils vont passer à Pôle emploi, parce que ça c'est une réalité, c'est important. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait de nos seniors actifs? C'est le sujet que certains essayent de pousser, c'est-à-dire c'est bien beau d'aller jusqu'à 64 ans, mais dans quelles conditions et pour faire quel type de travail? Déjà, il coûte cher. Déjà, ils coûtent très cher, les seniors. Oui, parce qu'ils ont de l'expérience. Bien sûr. Oui. Non, mais évidemment, au fur et à mesure de la carrière, les salaires ont augmenté. Donc, effectivement, ils coûtent très cher. Donc, c'est pour ça qu'on s'en débarrasse. Dès qu'on peut s'en débarrasser, on prend des gens beaucoup plus jeunes qu'on paye quasiment pas, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut en faire, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais enfin, bon, on est dans une période de transition, là. J'ai l'impression qu'on est en train d'y réfléchir. Je pense que le gouvernement ne s'attendait pas à une réaction telle. Et donc, ça va amener une réflexion. De toute façon, on va être obligé. Philippe parlait tout à l'heure des seniors qui travaillaient au-delà de l'âge de la retraite, c'est-à-dire 70, 75 ans, etc. Je trouve ça très inquiétant parce que ça fait penser au Japon. Vous savez, au Japon, les vieux travaillent, il faut le dire, et pour des raisons financières, parce qu'ils n'y arrivent pas. États-Unis, pareil, etc. Donc, on est quand même un petit peu inquiet. Mais parce que le système n'est pas le même. En France, on a un des systèmes les plus généreux d'Europe, voire du monde. Il ne peut pas être généreux non plus ad vitam aeternam. Le principe de la répartition, on le connaît, c'est génial. Mais attention, parce que si ce n'est pas la répartition, c'est la capitalisation. Et la capitalisation, je m'occupe moi-même de ma retraite. C'est ce qui va se passer. Alors, attention à ça. Il y a peut-être moyen de magouiller tout ça et puis de faire une espèce de mélange. C'est ce qui est demandé. Je m'inquiète là-dessus. Un mot quand même, sans jeter de pavé dans la mare. 65 ans au Luxembourg, 67 ans prochainement en Allemagne. Ça veut dire que les Français, à 64 ans, on n'est pas capable d'y aller, ou voilà, c'est simplement une position dogmatique? Je ne suis pas sûr que ce soit une position dogmatique. En tout cas, c'est un horizon qui est proposé, qui aujourd'hui ne passe pas. Mais s'il ne passe pas, je suis assez d'accord avec Philippe, c'est pas forcément parce qu'on fait un totem de ces 64 ans. C'est parce effectivement, il y a un problème de taux d'emploi des seniors en France qui est déjà aujourd'hui très faible, alors qu'on est censé partir à 62 ans, qui est déjà un vrai problème. Et donc là, il va falloir absolument progresser là-dessus. Et je crois aussi que sur la présentation qui est faite, mais sans doute le gouvernement va-t-il faire preuve de pédagogie dans les semaines et les mois qui viennent, sur la présentation qui est faite des contours de cette réforme, on est aujourd'hui sur des réglages dont on fait porter l'effort quasi exclusivement sur les salariés, ce qui est manifestement, le message passe mal. Un mot sur la façon dont ça s'est passé. Ça a été une journée de galère, mais pas de blocage. Ça a été relativement raisonnable. Ou comment? Quand même de blocage. Oui. N'oublions pas que Darmanin avait mis 10 000 policiers, quoi. J'ai un ami policier qui m'a dit c'est chouette quand même quand il y a la CGT, ils font le travail pour nous. Oui, parce que ça s'est bien passé, effectivement. On voit le dessin. Le travail a permis aussi que les gens restent chez eux. Finalement, oui, c'est vrai. Finalement, on voit que ça s'organise. Mais c'est vrai qu'hier à Metz, maintenant avec le télétravail, on peut garder les enfants. Hier à Metz flottait une ambiance de confinement première version, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être un jour de mars ou avril de 2020, sans personne dans les rues, sans bus. Vous le montriez très bien dans le reportage d'ailleurs. Chez vous, et on voyait très bien, il n'y avait personne dans les rues, c'était absolument épouvantable. Reprenons nos activités. Voilà des images du reportage. J'aime, Chantal, quand vous faites notre publicité. Et puis 70 ans, c'est l'âge d'un junior au Sénat. Oui. On voit le dessin de l'Indingue. Alors, comme à chaque fois, quand le dessinateur est sur place, c'est toujours un exercice difficile, donc je vous demanderai de rire malgré tout. C'est Macron qui vend sa réforme. Moi, je traverse la rue et je vous trouve une retraite à taux plein. Voilà, référence évidemment à une façon d'avoir interpellé un chômeur, je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais c'était lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous dire où c'était? Alors, je ne sais plus, mais en tout cas, je me souviens que c'était un jeune pépiniériste à qui il suggérait d'aller faire le serveur. Voilà. Le deuxième sujet, sans rapport, quoique, c'est parti.
Un petit mot sur l'immobilier, puisque un peu comme les retraites, il y a un sujet qui nous concerne tous. À part l'alimentation, il y a aussi la façon dont nous sommes logés. Et donc on s'attend à une année 2023 un tout petit peu plus sereine que l'année 2022. Néanmoins, les prix continuent à être très hauts à Metz et surtout à Thionville, avec des difficultés pour les primo-accédants, c'est de trouver des biens à des tarifs raisonnables et surtout sur des durées de prêt qui sont raisonnables aussi, et là qui s'allonge, on est au-delà des 20-25 ans parfois. C'est incroyable ça, Hervé Beaujou, pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'apport, qui n'ont pas fait la culbute en revendant leurs précédents biens. Oui, absolument. C'est une situation qui a déjà existé pour d'autres raisons au début des années 2000. Avec les premiers prêts, effectivement, on allait à 25, voire 30 ans même. Et là, on y revient avec un marché qui a complètement changé, et surtout des niveaux de prix qui ces dernières années ont absolument flambé jusqu'à exclure une bonne partie de la population de la possibilité de devenir primo-accédant. Sans parler du taux d'usure qui a effectivement... Alors le taux d'usure a été révisé, mais néanmoins c'est le taux des prêts d'immobilier qui est passé à plus de 2,22 alors qu'on était à 1,06 un an plus tôt, donc évidemment c'est difficile. Je me tourne vers vous, Philippe, puisque j'ai vu une enquête de l'INSEE, et je sais que sans trahir de secret, vous habitez à la campagne, comme on dit, 9 logements sur 10 sont sous-occupés dans les campagnes. Est-ce que ce ne serait pas une solution aussi aux difficultés de loger un certain nombre de nos concitoyens? Alors, moi, je suis un petit peu étonné parce que j'habite effectivement entre 28 et 32 km de Metz. Ah bon, c'est pas toujours pareil. Entre 28 et 32. Ça m'épate, ça. Alors, vous avez une très grande propriété. Ah oui, c'est ça. Ça dépend par où vous passez. Vous avez combien de serres dans votre propriété? Et bon, allez, 29 km. Oui, très bien. D'accord. Et je vois dans les villages aux alentours le nombre de maisons se construire. Que ce soit Corny, Novéan, Chamblay. Attention, on va savoir où vous habitez. Oh, bah, Oui, peu importe. Oui, ça se construit. Ça se construit. Effectivement, c'est compliqué. Les maisons, des vieilles maisons restent inhabitées. Alors peut-être que les gens n'ont pas le courage d'aller retaper une baraque, ils ont peut-être autre chose à faire. Mais effectivement, moi je suis pas un citadin, je n'ai jamais été un citadin, donc j'ai du mal à imaginer ce que c'est de vouloir acheter un appartement ou une maison à Metz. Mais moi je vois qu'à l'extérieur, plus de 20 km de Metz, les gens continuent à acheter et de plus en plus. Alors évidemment, je lançais. Et à des prix démesurés. Alors, démesurés? Ah oui, moi je vois des granges où des terrains se vendent une fortune, alors qu'on n'est pas à Metz, quoi. Mais c'est un deuxième problème, puisque ça a été le début du mouvement des Gilets jaunes, rappelez-vous. C'est bien d'habiter un peu éloigné de la ville-centre, mais la difficulté, c'est ensuite comment on s'y rend, sans parler des transports en commun, mais aussi en mettant le carburant dans sa voiture. C'est un peu le chien qui se mord la queue, ce problème de l'immobilier. C'est le chien qui se mord la queue à tout point de vue, puisque l'augmentation des prix plus le nouveau règlement, enfin avec le taux d'usure, je dirais que là, on va être amené à ne prêter plus qu'aux riches, quoi. Et ce qui fait qu'on va partir sur du locatif, alors qu'éventuellement, en plus du locatif, si c'est un peu éloigné, du locatif où il faudra aussi, on parlait des passoires thermiques, avec des nouvelles normes. Alors ça, c'est encore qui vont rentrer en vigueur au mois d'avril. Plus on s'éloigne, moins c'est cher, encore que, comme disait Philippe. Mais qu'est-ce qu'on a après comme système de transport en commun? Je rappelle que ce qui nous pend au nez aussi, c'est l'interdiction des véhicules diesel bientôt pour accéder au centre-ville. Donc là, il y a des gens qui doivent s'arracher les cheveux. Oui. Un sujet compliqué, vous l'avez noté, avec l'efficacité énergétique. Beaucoup de biens en ce moment reviennent sur le marché puisque leurs propriétaires ne souhaitent pas les rénover puisqu'ils n'ont pas les moyens, et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de passoires énergétiques qui vont arriver sur le marché. Oui, bien sûr.
Et je trouve ça tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on a rendu les normes tellement contraignantes qu'il faut avoir les moyens pour restaurer et pour pouvoir louer. Donc ça va retomber sur les futurs locataires, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus la possibilité de louer quoi que ce soit. Il n'y aura rien, il n'y aura pas d'offre, évidemment, puisque les propriétaires vont soit garder leurs biens, c'est ce qu'ils font, et j'en connais quelques-uns, et soit essayer de les vendre à un prix, évidemment, qui n'est pas terrible, parce que, justement, il aurait fallu faire tous ces travaux. Donc on est dans un système, là aussi, dans une période complètement charnière, dans une espèce de système qui est particulier. Mais au-delà des taux d'intérêt, au-delà de tout ça, je trouve que depuis des années, de nombreuses années, on met dans la tête des gens d'acheter une maison, de construire une maison, mais de ne pas restaurer justement ce qui existe déjà. Et on le voit dans les villages du Midi, où il y a de très très jolies choses, il y a de très jolies maisons qui sont des maisons qui ont du charme, qui sont vraiment, qui valent la peine. Eh bien, les gens préfèrent construire une espèce de villa à l'extérieur, avec piscine sans doute, et dans une notion un peu différente. Et je trouve ça dommage, parce qu'on se retrouve à la campagne avec ce genre de... Donc vous militez pour une sorte de contrainte sur la rénovation de biens existants plutôt que de la construction de neufs? Écoutez, oui, parce que ça existe, on vient d'en parler, ça existe, et on se rend compte qu'on traverse des villages en France, quand je descends dans le Midi, on traverse des villages qui sont complètement inhabités. Et c'est terrible, parce que ces maisons méritent, elles sont en pierre de taille, elles méritent d'être restaurées. Mais proche de chez nous aussi, il y a des beaux villages comme Gorze, où on se dit, plutôt que de construire des lotissements, des fois hasardeux, oui, pourquoi on n'a pas encouragé les gens à retaper, effectivement mystère. Là, il y aura peut-être une accélération aussi de la rénovation avec les aides de l'État et puis l'augmentation du coût de l'énergie, puisqu'on a vu qu'avec la guerre, évidemment, en Ukraine, le gaz et l'électricité avaient pris un certain nombre de pourcents sur la facture. Ça peut pousser ça à la réflexion et à rendre son logement un peu plus moins énergivore. Alors, déjà, tous ceux qui veulent louer un bien, eux, vont être contraints de le faire. Après, je pense qu'effectivement, beaucoup de propriétaires vont avoir intérêt à faire quelque chose pour améliorer leur situation personnelle. Le problème, c'est que ça risque de jeter, entre guillemets, sur le marché un certain nombre de biens, effectivement, à des tarifs qui vont avoir un impact à la baisse sur le marché, et ça peut dérégler la machine complètement. Avec la fin donc des passoires thermiques, je crois que c'est au 1er avril. Allez, le dessin de Yann qui était avec nous, il s'est penché lui plutôt sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a lui aussi changé. DPE mon amour, alors certes c'est une passoire thermique, dit l'agent immobilier, mais avec le réchauffement climatique, ce n'est plus un problème. Merci en tous les cas Yann pour ce dessin. Je vous fais découvrir la citation du jour, personnage dans l'actualité: la popularité a un bon côté, elle ouvre de nombreuses portes, mais la vérité c'est que je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle transforme la vie privée en une toute petite chose. Personnalité dans l'actualité, disparue, italienne. Lollobrigida. Voilà, Gina Lollobrigida. C'était pour que les moins jeunes se souviennent d'elle. Corsetée magnifique dans Fanfan la Tulipe. Je suis sûr que là j'ai fait remonter des souvenirs auprès de Philippe. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club de la presse, à tous les quatre, et pas que Philippe, tous les jeunes hommes de l'époque aimaient beaucoup Gina Lollobrigida dans Fanfan la Tulipe, n'est-ce pas? Oui, alors moi je me souviens plutôt de Notre-Dame de Paris. Mais... Oui, aussi. Oui. Alors pas la comédie musicale de Jean Delannoy en 1956. La seule, la vraie. Voilà, la vraie. Merci en tous les cas d'être venus dans le Club de la Presse. Très bonne semaine. À bientôt. Bonsoir.